Merci de votre présence pour cette journée. Là, nous venons partager ensemble sur un sujet un peu connu qui est le revenu universel. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons aller un peu dans le détail de cette question du revenu universel pour ne pas rester uniquement au niveau du slogan politique ou des idées peut-être un peu faciles, mais vraiment d'aller voir dedans comment ça tourne, qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. Et pour ce faire, voilà, on va suivre une certaine séquence qui va nous occuper de cette journée. Et donc nous avons appelé cette journée « 3 chantiers pour l'État-providence ». Pourquoi? Parce que finalement, le revenu universel ne peut pas venir tout seul. Il vient avec d'autres réformes, forcément, et c'est cela que nous allons regarder ensemble. Voilà. Le point de départ, si on veut un repère par rapport à cette question du revenu universel, les débats les plus intéressants ont démarré en 2016. En 2016, avec l'intervention de Christophe Sirugue, qui a eu une mission confiée par le gouvernement, une mission d'évolution des minima sociaux. Et dans sa mission, dans son rapport, il a proposé 3 scénarios, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et donc le scénario 3, que vous avez à l'écran, de manière graphique, le scénario 3 expliquait qu'il fallait mettre en place un revenu socle, un socle, qui est une couverture socle commune, qui serait vraiment la prestation donnée à toutes les personnes qui sont dans une situation, je dirais, de nécessité, de manière tout à fait systématique pour tous, et ensuite des compléments d'insertion ou de soutien selon les cas, parce qu'il y a des bonnes raisons pour cela. En 2016, début 2016, avec Léon Grégeant ici présent, nous avions eu l'occasion de rencontrer Christophe Sirugue, notre éditionné, et lors de notre discussion, effectivement, nous avions insisté sur un certain nombre de critères et qui ont été effectivement retenus dans le rapport, ça nous a fait très plaisir. Et ces critères, si je veux les détailler, je ferai un zoom sur la partie du bas. Sur la partie du bas, en fait, ce que l'on voit dans la couverture socle commune, c'est qu'elle est décrite de manière assez précise, finalement. Et je vous invite vraiment à regarder ce qui est écrit là. Donc, la couverture socle commune décrite par le scénario 3 de Christophe Sirugue, c'est quelque chose qui est sous condition de ressources. Bon, ça était quelque chose qui n'est pas inconditionnel, c'est sous condition de ressources, mais d'un niveau double pour les couples. Donc ça, en clair, ça veut dire qu'on était sur une prestation individuelle. Si on est seul, on a un montant, qu'on est deux, on a 2 fois le montant. Donc c'est quelque chose déjà qui est un progrès fort, c'est que Christophe Sirugue, dans son rapport d'avril 2016, a déclaré qu'il fallait passer à l'individualisation de la prestation sociale. Premier élément très important. Ensuite, pas de pièce justificative, logique d'automatisation, disant on peut certainement faire des progrès dans la distribution de ces prestations avec des mécanismes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus automatiques, et donc les personnes n'ont pas à souffrir le guichet, souffrir les difficultés, souffrir un tas de choses. Voilà, donc vraiment l'automatisation est une logique importante, et donc c'était proclamé également par le rapport Sirugue. La troisième ligne est encore plus éclairante. Ni forfait logement, ni prise en compte des prestations familiales dans la base ressources. Il a même précisé pour éviter les objectifs multiples. Et c'est cette ligne-là qui va nous occuper particulièrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on commence à mélanger les considérations sur le logement des personnes, logé, pas logé, propriétaire, pas propriétaire, tout ce qu'on veut, et les situations familiales, mariés, concubins, divorcés, remariés, tout ce qu'on veut, avec les enfants mélangés dans tout ça, c'est absolument très, très compliqué. Et donc, un socle de ressources qui serait une couverture socle commune, nécessairement, il faut évacuer, mettre de côté et traiter à part la question du logement, également traiter à part la question des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui a été indiqué par le rapport Sirugue de 2016, qui est effectivement quelque chose qui est très important et qui structure la réflexion. Et toutes les réflexions actuelles sur le revenu universel d'activité et l'autre, pareil, se posent des questions également sur le logement. Vous savez que la réforme RUA est censée mettre ensemble le RSA et les APL, les aides de logement. Cette idée-là est très, très contestée. Très contestée. Beaucoup d'associations, que ce soit ATD, Secours catholique et tous les autres, sont en général très opposées à cette idée-là. Voilà. Donc, sur le logement, ce qui était proposé par Sirugue, c'est de séparer clairement le socle, la famille et le logement. C'est vraiment ce qui structure notre journée. Et donc, nous allons commencer ce matin avec une première partie sur la politique familiale. Ensuite, nous parlerons de la politique du logement.
Et cet après-midi, nous passerons plus de temps sur la question du revenu universel, où nous irons plus dans le détail, pour préciser la nature de cette réforme qui est fiscale, en réalité. Et c'est la chose que nous allons vraiment décrire, c'est la réforme fiscale qui est sous-jacente à la question du revenu universel. Personne ne s'est trompé de réunion, ça va? Bon, à peu près. Je vais proposer à François-Xavier Oliveau de vous décrire un petit peu le fonctionnement de notre journée. Bonjour à tous, je suis François-Xavier Oliveau, vice-président de l'AIR. Bienvenue au Sénat aujourd'hui. Nous allons donc enchaîner 4 tables rondes consécutives, comme l'a décrit Marc. Vous aurez l'occasion de poser vos questions, si vous le souhaitez, et on fera ça par le truchement de Twitter ou d'un smartphone que vous aurez sûrement avec vous, en utilisant le hashtag R1609, comme 16 septembre, R-A-I-R-E 1609. Donc vous posez vos questions sur Twitter en utilisant ce hashtag-là, et je les récupérerai ensuite, je les résumerai et je les poserai ensuite aux intervenants à la fin de chaque intervention. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Vous n'en avez pas, et bien les prochaines, vous les poserez sur Twitter. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un moyen de réguler les questions. Donc dès que vous avez une idée qui vous vient, n'hésitez pas à vous envoyer un tweet. Voilà, François-Xavier récupère tout ça, agrège et animera les débats qui suivront les différents exposés. Quelle heure est-il? Il est 9h10. Nous sommes exactement sur le timing. Nous avons même une minute d'avance. Donc le temps pour nos intervenants de s'installer. Jérôme, peut-être vous pouvez venir vous installer aussi. Voilà. La première session de la journée, donc c'est sur la politique familiale. Donc nous allons avoir 3 intervenants. Donc Léon Régent est un des vice-présidents de l'AIR également. Et donc il a écrit ce livre qui est sorti en 2018, qui a fait un peu de buzz, qui est Comment réformer la politique familiale en France. Nous avons rencontré beaucoup d'élus au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les ministères pour expliquer ce concept-là. Ça a beaucoup intéressé. Et effectivement, on voit un certain mouvement. Il y a eu des réunions dans cette maison du Sénat sur la politique familiale. Nous avons été invités à certaines de ces réunions. Il y a actuellement une mission d'information sur la politique familiale qui est créée par les députés, donc une mission d'information au niveau de l'Assemblée nationale sur la politique familiale. Nous serons audités d'ailleurs cette semaine sur ce sujet. Auditionnés, pardon. Et voilà, donc on voit que c'est un sujet qui suscite un intérêt assez fort au niveau politique, mais un sujet difficile. Difficile parce que nous avons tous en mémoire les manifestations monstres sur tout ce qui est enfant. Dès qu'on touche à l'enfant, dès qu'on touche à la politique familiale d'une manière ou d'une autre, ça crée certaines émotions dans le pays. Et donc, les politiques sont un peu hésitants et veulent avancer vraiment à pas compter. Et le deuxième aspect, c'est que la politique familiale est, depuis très longtemps, un lieu de débat et de confrontation droite-gauche. Pour dire très sommairement, très rapidement, la droite défend mordicus le constat familial et la gauche défend mordicus le fait que les riches n'ont pas besoin d'argent public pour élever leurs enfants. Voilà, de manière très systématique, c'est ça. Voilà, donc du coup, dans cette confrontation un peu forte, il y a la place pour le débat, bien entendu. Et ce matin, nous avons trois experts. Donc Léon Régent, que j'ai cité, le vice-président de l'AIR, qui va faire une introduction. Ensuite, nous avons l'honneur d'une intervention de l'INSEE, Jérôme Accardo. Et Jérôme Accardo est quelqu'un dont j'ai lu les textes il y a pas mal de temps déjà, qui a fait des études très précises sur comment on peut mesurer le coût de l'enfant. Et ce matin, il va nous expliquer comment on peut ou pas mesurer le coût de l'enfant. Et là, je voudrais être attentif parce que c'est extrêmement instructif. Et ensuite, Bertrand Fragonard, ici présent, qui est, je dirais, l'expert français de la politique familiale. Voilà, je ne peux pas le prononcer autrement. Qui conseille tous les ministres des Affaires sociales sur la politique familiale depuis un certain temps, quelques années, voilà. 74. Depuis 74, vous voyez, donc oui, ça fait quelques temps. Voilà, qui a géré beaucoup de choses. Vous avez sa biographie dans vos supports, qui interviendra et qui répondra peut-être à la question comment peut-on réformer la politique familiale en France. Voilà, j'en ai trop dit. Je laisse la parole maintenant à Léon Régent, qui va vous parler de sa proposition, vous expliquer ça de manière un peu visuelle.